L'attaque du 25 avril au Mali présente des similitudes avec le scénario d'attaque terreau-terreau envisagé pour le Sénégal dans l'ouvrage d'Alexandra Savana basé sur des prédictions de la DGSE et de l'armée française. Au Mali, une voiture piégée a été dirigée contre le président Assimi Goïta et le palais présidentiel. Dans le livre, un scénario similaire évoque une attaque à la voiture piégée visant le président Bassirou Diomaye Faye, ses proches, ainsi que le palais présidentiel. Au Mali, il a été question d'une attaque multifront, une attaque coordonnée. Dans le livre, en parlant du Sénégal dans leur scénario, il est aussi question d'une attaque multifront, coordonnée, avec des opérations simultanées destinées à semer le chaos dans toute la région. Au Mali, une mosquée a été prise pour cible et détruite par une voiture piégée, tandis que dans le livre, il est plutôt fait mention d'un attentat au couteau toujours à proximité d'une mosquée à Dakar. Dans les deux scénarios, les symboles étatiques sont visés. Au Mali, nous avons eu droit à une fusion entre groupes terreau-terreau. Dans le livre, il évoque également une forme de fusion entre groupes terreau-terreau, sans toutefois les nommer. On pourrait croire que ces attaques font partie d'une feuille de route. Il s'agit d'une prospective interne issue des services de renseignement français et de l'armée qui a été rendue publique. Et là, je précise bien, je parle du scénario concernant le Sénégal. C'est un scénario. Un scénario. Au Mali, le journal Le Monde affirme aujourd'hui ce que beaucoup savaient déjà. D'autres pays, comme l'Ukraine, ont coopéré de façon plus directe ces dernières années avec les terreaux du FLA. Quels sont donc ces autres pays qui coopèrent avec ces groupes à l'image de ce que l'Ukraine fait déjà avec ses terreaux pour déstabiliser le Mali? Il est tout de même surprenant que les terreaux dénoncent en permanence la présence russe au Mali, une présence officielle qui n'est pas cachée ni niée, alors que ces terreaux bénéficient eux-mêmes de façon active et cachée depuis des décennies de soutiens multiples et de refuges offerts par certains États traîtres. Le journal Le Monde poursuit. En coulisses, pourtant, certains services français, notamment la DGSE, ils ne le disent pas, mais tout le monde le sait ici, ont bien des échanges ponctuels avec des dirigeants du FLA. Ce sont des contacts informels, mais sans aide opérationnelle, ce qui est faux. Une assistance opérationnelle extérieure existe bel et bien, même si elle demeure officiellement niée. Aucun cadre du FLA ou d'IJNIM ne viendra publiquement un jour reconnaître l'existence de soutiens étrangers. Pourquoi l'avouerait-il? Qui a servi de point de contact entre l'Ukraine et les terreaux du FLA? Qu'a imaginé un jour que ces terreaux pourraient fusionner avec ces politiciens maliens corrompus pour renverser la transition? Qui leur fournit le renseignement, la logistique et les communications pour mener leurs attaques? Qui leur accorde un appui médiatique contre le Mali? Grâce à qui reçoivent-ils l'appui de dizaines d'experts? Qui a le plus intérêt à voir un Mali balkanisé avec un nord indépendant et un centre et sud sous influence ou contrôle du JNIM? Qui aurait eu le plus à gagner d'une réussite de l'attaque du 25 avril au Mali? Qui aurait intérêt à voir la transition échouer? Qui considère aujourd'hui les dirigeants maliens comme des ennemis déclarés? Ils sont nombreux et nous les connaissons tous. Le gouvernement malien doit renforcer ses capacités militaires en recrutant davantage des jeunes dans l'armée, en les formant, en les encadrant et en assurant leur suivi. Le Mali est engagé dans une guerre contre une coalition d'acteurs étatiques et non étatiques. Ce n'est même plus une guerre contre les terreaux, contre les mercenaires. Ça n'a plus rien à voir.